Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on repart combien d'années en arrière? On repart très très loin en arrière. On repart le 30 janvier 1810. On va parler d'un objet qui fait partie de notre usage, de notre quotidien. On va parler des bois de conserve et surtout du problème que posait la conservation des aliments. Alors, il faut savoir que pendant longtemps, l'homme a cherché à mettre en place des techniques qui lui permettraient de conserver les aliments. Pourquoi? Parce que avec l'amélioration des techniques agricoles, des techniques d'élevage, on va avoir de plus en plus d'aliments en termes de quantité qui vont être produits. Et puis avec l'avènement aussi du commerce, quand les gens vont commencer à commercer à partir du 13e, 14e siècle, il fallait donc acheminer ces aliments-là de leur lieu de production vers leur lieu de vente. Et ça, parfois, ça pouvait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ensuite, entre le moment où on pouvait acheter ces aliments et le moment où on les conservait, il fallait pouvoir, où on les consommait, il fallait pouvoir les consommer. Parfois, en Europe, durant les périodes, durant l'hiver, par exemple, il fallait trouver des moyens pour pouvoir conserver les végétaux. Or, les végétaux, en temps normal, ont du mal à être conservés durant l'hiver à cause de justement des températures qui sont basses. Et donc, tout ça faisait qu'on mettait en place, les hommes ont tenté de mettre en place des techniques qui visaient à conserver les aliments. Mais la différence avec celle de la première forme de conservation qui va véritablement connaître un succès, c'est celle qui a été inventée par Nicolas Appert, qui est un inventeur français. Il faut savoir que jusqu'avant Nicolas Appert, toutes les techniques de conservation ne permettait pas de préserver soit le goût, la texture, soit la forme de l'aliment. Il y avait toujours quelque chose qui se perdait. Parce que les techniques de conservation avaient d'abord le fumé, le salé. Voilà. Et donc, et même le fumé, le salé, c'est pour des aliments tels que le poisson ou les viandes. Or, les légumes, par exemple, les oignons, l'ail, etc., les tomates, les légumes avaient du mal à être conservés. Et donc, Nicolas Appert va, lui, être le premier à mettre en place une véritable technique de conservation. Mais ces techniques, elles vont naître 60 ans avant celles que Pasteur va mettre en place, parce que c'est Pasteur qui va véritablement mettre en place les techniques industrielles de conservation d'aliments. Mais des techniques de conservation à petite échelle et surtout les premières techniques de conservation qui vont avoir une efficacité, je dirais à 100%, dans lesquelles ni le goût, ni la texture, ni la forme, ni la couleur de l'aliment n'étaient altérés, c'est Nicolas Appert qui va les mettre en place. Alors, il faut savoir que Nicolas Appert est quelqu'un qui a quand même une vie assez dense. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est quelqu'un qui est né en 1749 à Chalon-sur-Marne, et il était déjà un fils d'aubergiste. Donc, dès son enfance, il va être bercé dans le monde de la cuisine, et il va donc manifester un très vif intérêt pour les délices culinaires. Ensuite, il va se passionner pour la cuisine, et c'est cette passion-là qui va le pousser d'abord à ouvrir dans un premier temps une brasserie aux côtés de deux de ses frères dans son village natal. Cependant, il va décider de quitter l'entreprise familiale à l'âge de 23 ans pour rejoindre l'Allemagne. Là-bas, il va entrer au service d'un duc germanique qui s'appelait Christian IV de Deux-Ponts-Birkenfeld, et donc là-bas, il va être l'un de ses cuisiniers. Il va rester à ce poste jusqu'en 1784, lorsqu'il va décider donc de quitter son patron allemand pour travailler à son compte. À partir de là, il va revenir en France et s'installer à Paris, notamment au 47 rue des Lombards. Et c'est là qu'il va d'abord, dans un premier temps, créer une première confiserie qui va appeler La Renommée. Malheureusement, les événements vont faire que, à partir de 1789, après la Révolution française, Nicolas Appert va s'engager en politique, et il va s'engager dans la Révolution, et il va même occuper des postes assez importants, il va devenir le président de la section des Lombards. Et donc très vite, il faut savoir que
après la Révolution de 1789, il va y avoir une période de vive tension qu'on va appeler la période de la terreur. Et donc, à partir de là, il va y avoir ce qu'on appelle des comités de surveillance révolutionnaires qui vont être des espèces d'institutions qui étaient là pour veiller à maintenir l'ordre. Mais ces comités de surveillance révolutionnaires vont faire face à des oppositions qui vont être incarnées par ce qu'on va appeler le comité des 12. Et justement, ce comité de 12 qui souhaitait avoir le contrôle de Paris, va chercher à rassembler l'ensemble des sections des comités révolutionnaires pour étouffer les contestations qui étaient encore très présentes par-ci et là. Et donc, il va y avoir de très vives tensions dans la capitale française jusqu'à l'explosion de l'insurrection du 2 juin 1796 qui visait justement à renverser la commission des 12 au profit des révolutionnaires. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Nicolas Appert va être convoqué pour un interrogatoire le 4 juin 1793. Il était notamment accusé de plusieurs choses, notamment celle d'avoir subtilisé le registre des délibérations de la section des Lombards pour le donner justement au comité des 12. Et en avril 1794, il sera arrêté et va même passer 3 mois derrière les barreaux. Et c'est durant cette période que, évidemment, l'homme va commencer à se replonger dans ce qui était son métier de premier, c'est celui de la cuisine. Et c'est surtout en prison en observant la manière dont les plats étaient présentés et tout ça, en observant comment est-ce que fonctionnait, si tu veux, le traitement des aliments dans la prison, qu'il va commencer à s'interroger sur la nécessité de mieux conserver les aliments. Et pendant qu'il est en prison, sa femme, qui est à l'extérieur, elle va multiplier des courriers, elle va s'adresser à un certain nombre de personnalités et d'institutions pour obtenir la libération de son mari. Et donc, finalement, grâce à l'intervention de certains de ses amis qui étaient des députés, Nicolas Appert va recouvrer sa liberté sans être jugé. Et donc, c'est au sortir de la prison qu'il va véritablement maintenant se pencher sur la question de la conservation des aliments. Il faut se rappeler, comme je l'ai dit au début, que toutes les méthodes qui avaient été employées jusqu'à présent ne permettaient pas une conservation optimale des aliments, dans la mesure où soit le goût, la texture ou l'apport en nutriments, notamment la vitamine C, était fortement dégradé. Et donc, il fallait améliorer ces techniques-là. Et en plus, il faut savoir qu'à l'époque, la navigation maritime ayant évolué, donc les marins... Là, c'était des raisons qui justifiaient la conservation. Parce que les marins souffraient de ce qu'on appelle le scorbut. Le scorbut, c'est une défaillance en vitamine C, c'est-à-dire quand on consomme des aliments qui n'ont pas de vitamine C, on avait tendance à avoir soit une perte de dents, soit on avait la couleur des cheveux qui changeait. Donc, c'était une maladie qui était très fréquente chez les marins. Pourquoi ? Parce qu'ils mangeaient des aliments qui étaient très mal conservés. Quand on stockait des aliments dans le bateau, et souvent les voyages pouvaient faire 2, 3, 4 mois, et donc les aliments ne conservaient plus notamment leur apport en nutriments. Et c'est cette absence de nutriments et de vitamines qui causait notamment le scorbut. Et donc, évidemment, c'est là la clé de la recherche de Nicolas Appert. Comment justement préserver au maximum ces aliments-là. Et donc, Nicolas Appert se rend très vite compte que ce ne sont pas les aliments qui posent problème, mais c'est plutôt le procédé qu'il faut améliorer. Et donc, lorsqu'il va commencer à se pencher sur la question, il va très vite se rendre compte que justement, pour parvenir à une très bonne conservation, il faut justement comprendre comment est-ce que utiliser la chaleur, parce que c'est la chaleur à ses yeux qui est la clé de la préservation des aliments. Et donc, il va décider de s'installer à Évry-sur-Seine en 1795 et commencer son incroyable recherche dans le domaine de la conservation des aliments. Et donc, pendant près de 2 décennies, Nicolas Appert va se consacrer uniquement à ses recherches. Et ce qu'il va découvrir en 1793 et 1795 va véritablement se transformer en innovation. En effet, il va mettre en place une technique qui va garantir la conservation de la texture des nutriments, la conservation des textures des nutriments, sans altérer des nutriments des aliments, justement sans altérer en plus leur saveur. Et donc, au fil d'expérimentations qu'il va faire, des expérimentations très minutieuses, il va parvenir à mettre en place une technique de chauffage qui va justement permettre cette conservation. Et donc, il va justement mettre en place
une technique qui va permettre une technique qui est basée sur le fait que en plaçant des aliments dans des récipients qui sont hermétiquement fermés et soumis à une chaleur dans un bain-marie, eh ben, cela permettait une conservation optimale et durable. Pourquoi? Parce que quand vous mettez des aliments dans un récipient hermétiquement fermé et que vous les chauffez à une certaine température, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les molécules d'oxygène qui sont à l'intérieur du bocal, eh ben, sont consommées. Et c'est justement la présence de l'oxygène qui entraîne la dégradation des aliments. Et donc, si on réussit à faire consommer ou à détruire ou à enlever les molécules d'oxygène qui sont dans le bocal, et donc il n'y a plus de raison que les aliments soient oxydés. Parce qu'en fait, le fait que les aliments pourrissent, c'est de l'oxydation en fait. C'est cette réaction chimique d'oxydation là qui entraîne ça. Et donc, pas d'oxygène, pas d'oxydation, et donc on a les aliments qui sont conservés. Et donc, véritablement là, Nicolas Appert va mettre en place une technique qu'il va appeler l'apertisation. Et donc, dans un premier temps, il va donc falloir définir quels sont les types de récipients qu'il faudrait pour justement permettre cette conservation. Et donc, il va d'abord se tourner vers les bouteilles en verre. Et à l'époque, on considérait que parmi les récipients en verre, les bouteilles de champagne, étaient celles qui étaient les plus résistantes. Et donc, il va se tourner vers les verriers qui fabriquaient les bouteilles de champagne pour leur demander de lui fabriquer un bocal avec des bocals avec de très gros goulots pour pouvoir mettre une grande quantité d'aliments et les fermer et ensuite les chauffer par bain-marie. Et donc, grâce à cela, il va très vite connaître un succès commercial florissant. Et donc, grâce à cette technique, il va mettre en place, donc il va commencer à vendre des aliments qui étaient conservés. Et donc, grâce au fait que ces aliments avaient conservé le goût, la texture et leur apport en nutriments, il va très vite connaître un succès commercial. Cependant, il va falloir penser aussi à protéger sa technique. Et donc, il va donc se tourner vers le gouvernement afin que celui-ci reconnaisse officiellement lui accorde un brevet, donc reconnaisse sa technique. Et donc, à partir de là, il va aussi essayer de voir comment est-ce qu'il fallait produire de manière industrielle ces aliments-là conservés. Et donc, il va décider de déménager et de s'installer à Évry-sur-Seine. Et là, il va poser les fondations de la première conserverie de l'histoire de l'humanité. C'était à Massy en 1802, notamment à la 18 rue Gabriel Péri. Et donc, à partir de là, sur un terrain qui était composé d'une ferme, d'une maison de maître, d'un vigne et de potager, il va mettre en place cette conserverie qui va très vite employer plus d'une cinquantaine de personnes. Et donc, il va aussi très vite être heurté à une réalité, c'est que sa fabrication a un volume de production très limité. Et donc, il ne peut pas, à lui tout seul, pouvoir répondre à la demande, soit même de toute la France. Et donc, par rapport à cela, il aura donc besoin de soutien. Et donc, il va se tourner notamment vers le ministère de la Marine, donc vers le gouvernement, pour signer, pour leur proposer sa technique de conservation, comme je disais, parce que la marine était véritablement l'endroit, puisque la marine pour les bateaux, pour les marins qui avaient besoin justement des techniques de conservation, il va donc se tourner vers la marine pour que celle-ci accepte d'utiliser sa technique, mais que derrière celle-ci devait être en échange, sous couvert d'un brevet, il devait lui payer un petit subside. Ou devait lui payer des droits. Et donc, une fois que sa technique va être... Enfin, il va discuter avec la marine. Et donc, le ministre de la Marine va lui offrir le choix entre soit déposer un brevet ou recevoir de la part du gouvernement un prix. Donc un prix, une somme d'argent forfaitaire en échange de la publication de sa méthode de conservation. C'est-à-dire qu'on va demander à Nicolas Appert de, en quelque sorte, renoncer à cette invention-là, renoncer au fait de pouvoir bénéficier des effets de cette invention au nom de l'intérêt commun. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Il va accepter
de ne pas déposer le brevet de son invention contre un prix de 12 000 francs à l'époque qu'il va percevoir. Et donc, en 1810, il va publier un ouvrage qui s'intitule « L'art de conserver pendant plusieurs années toutes les substances animales et végétales », publié à plus de 6 000 exemplaires. Donc, une fois qu'il va publier, ça veut donc dire que son invention va tomber dans le domaine public et donc cet ouvrage va être distribué sur l'ensemble des préfectures et donc c'est ainsi que ces techniques-là vont commencer à être diffusées sur l'ensemble de la France. Sauf que ces techniques-là vont aussi aller au-delà du territoire français et tomber en Allemagne. Et donc là-bas, il va se poser un problème, c'est que comme je le disais au départ, c'est qu'il n'arrivait pas à satisfaire l'ensemble de la demande et que même en France, puisque c'était tombé dans le domaine du public, beaucoup de gens ne voulaient pas produire des aliments de manière industrielle, des aliments conservés de manière industrielle. Et donc en Allemagne, c'est plutôt le choix inverse qui va être fait, c'est-à-dire qu'on va avoir là-bas des Allemands qui vont décider de déposer le brevet et donc qui vont déposer le brevet et donc là-bas les conservateurs vont commencer à gagner de l'argent et donc lui dans la même foulée il va décider de poursuivre ses recherches sur les moyens de conservation et donc au lieu d'utiliser du verre parce qu'il va constater que ça coûtait plus cher, il va donc se tourner vers du fer blanc et donc la conservation d'aliments dans des boîtes en fer blanc va être sa dernière trouvaille mais malheureusement il va ensuite pour le fer blanc, il va quand même mettre le brevet, mais malheureusement c'était trop tard pour lui parce qu'il était déjà vieux et il avait dépensé beaucoup d'argent pour mettre en place ces recherches-là et donc à l'âge de 91 ans, il n'aura pas eu le temps de véritablement bénéficier de cette recherche-là et il va mourir quasiment dans le dénuement après avoir cédé en 1840 à son neveu Auguste Prieur son entreprise. Alors, bien entendu, après sa mort, on va reconnaître qu'il aura été c'est un grand inventeur parce qu'aujourd'hui, la méthode de conservation qu'il avait mise au point va être améliorée par Pasteur qui va mettre en place la pasteurisation. Et donc, la pasteurisation va aussi permettre de conserver des produits comme des produits laitiers, comme le lait qu'on avait véritablement du mal à conserver. Et donc, Pasteur va s'inscrire dans la lignée de Nicolas Appert et Nicolas Appert est considéré à juste titre et même si son nom a un peu sombré dans l'oubli comme véritablement celui qui a mis en place les premières techniques réelles de conservation d'aliments, techniques qui sont encore utilisées jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on appelle la pasteurisation. Oui, qui a été mise en place par Pasteur, mais lui s'est inspiré des travaux de Nicolas Appert. Merci Jean-Paul avec nous qui revenait sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.